CQFD, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Quizy et c'est Laurent Simonin qui s'y colle. Monsieur Simonin, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au commissariat de Mamoudzou. Pendant ces 2 fois 13 minutes, on va essayer de vous connaître un petit peu mieux, de comprendre un petit peu qui vous êtes. Et dans une deuxième partie de l'émission, on reviendra sur la délinquance ici à Mayotte et votre regard, votre perception de, j'allais dire, notre délinquance. Est-ce qu'elle est différente de celle de métropole? Et surtout, comment on peut arriver à la gérer. Alors, vous êtes commissaire général, ça c'est votre grade, parce que dans la police, il y a aussi des grades. Commissaire général, votre fonction c'est DTPN, directeur territorial de la police nationale. Juste un petit rappel pour expliquer à nos téléspectateurs et auditeurs. Avant, il y avait un patron de la police et un patron de la PAF. Aujourd'hui, ces 2 gros services de la police, parce que les gens de la PAF c'est aussi de la police, sont sous la direction d'un DTPN. Vous en l'occurrence, donc vous êtes le grand patron de la police ici à Mayotte. Au moment où on tourne cette émission, nous sommes le 10 novembre. On est totalement transparent avec nos téléspectateurs. On est à 3 jours du 13 novembre. Le 13 novembre 2015, vous étiez où, monsieur Simonin? J'étais au Stade de France, donc c'est un des moments les plus intenses de ma carrière. Pour le match entre les champions du monde en titre, l'Allemagne et l'équipe de France. Et à ce moment-là, ce jour-là, ce soir-là, il y a le président de la République qui est en tribune et on entend des détonations. C'est le jour où il y a eu les attentats du Stade de France. 3 kamikazes se sont fait sauter. Ce jour-là, vous avez murmuré à l'oreille du président ou à son entourage qu'il fallait quitter le Stade de France. Et vous avez dit également qu'il fallait que les ministres restent dans le stade pour éviter la panique. Avec cette phrase, vous avez probablement sauvé des vies en cas de panique, évidemment. 80 000 personnes qui doivent évacuer un stade, c'est énorme. À quel moment ou qu'est-ce qui est passé par votre tête à un moment donné pour dire il faut que j'aille voir le président de la République, François Hollande, ou son entourage, pour dire qu'il quitte le stade? Non, c'est pas moi qui lui ai demandé de quitter le stade. En fait, il a quitté le stade parce qu'il se passait quelque chose dans Paris, notamment au Bataclan, et puis les attentats qu'il y avait au niveau des terrasses. Donc en fait, c'est ça qui l'a fait quitter le stade, pour en fait qu'il ait une vision un petit peu plus globale des choses le 13 novembre. Si les ministres avaient également quitté le Stade de France à ce moment-là, il y aurait eu probablement un effet de panique dans le stade. Disons que les gens se seraient mieux aperçus qu'il se passait quelque chose d'anormal. En fait, ce que je craignais, ce n'était pas forcément l'attentat, là où les attentats en eux-mêmes, c'est plutôt les mouvements de foule, comme il a pu se passer notamment au Heysel ou à Glasgow il y a très longtemps. On sait que c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de victimes, plus que par l'effet d'une charge explosive. Vous étiez également à ce moment-là, si je ne dis pas de bêtises, en charge du PC sécurité? Oui, en fait, c'était moi le responsable du Stade de France, comme tous les matchs, concerts qu'on pouvait avoir. Enfin, je m'en suis occupé de 2012 à 2018. Et juste à côté du Stade de France, évidemment, il y a eu d'autres attentats ailleurs, mais il y a eu ce kamikaze qui s'est fait sauter à côté du Stade de France, où il y a eu une victime, je crois. Oui, la première victime est rue Jules Rimet, donc qui est une des rues là où il y a les terrasses des brasseries, le long de la partie est du Stade de France. Et là, on vous a demandé d'intervenir, ou vous êtes intervenu? En fait, à l'époque, il n'y avait pas de caméra de vidéosurveillance à l'extérieur du stade. La ville de Saint-Denis avait fait le choix qu'il n'y ait pas de caméra. Donc j'ai dû en fait me déplacer pour voir exactement l'étendue, je dirais un petit peu des dégâts, puisqu'en fait, quand on nous annonce la première explosion, la personne que j'ai à la radio après ne parle plus. Donc je pense qu'il est touché, et donc c'est pour ça que je suis parti en courant voir ce qui se passait, puisque personne ne me donnait d'infos sur la situation. Et je suis arrivé sur place au moment où en fait le deuxième kamikaze actionnait son gilet. Donc vous étiez dans le stade au moment où ça saute?
De la première explosion La à première 21h17, oui. Et là, vous comprenez de suite ce qui se passe? Non, absolument pas. Tous ceux qui ont pu prétendre qu'ils comprenaient ce qui se passait, à mon avis, n'ont pas À quel moment vous vous êtes dit, nom d'une pipe, là, c'est un attentat? Alors j'ai compris ce qui se passait en arrivant sur place, puisque en fait pour faire le tour d'un stade, on fait plutôt le tour par le côté le plus rapide, c'est-à-dire par l'intérieur du stade. Et en fait quand je suis arrivé derrière un des guichets de vente de billets, donc le deuxième kamikaze a actionné son gilet et j'ai vu donc des écrous passer tout autour de moi. Et donc quand j'ai vu les écrous qui passaient, j'ai compris donc que c'était une charge explosive avec des écrous qui étaient sur l'individu. Qu'est-ce que vous retenez de ce moment, de cette soirée, de cette journée? Qu'est-ce qui vous marque aujourd'hui encore? En fait, on est surtout préoccupé par ce qui va se passer, par ce qui s'est passé, comment on s'est organisé, est-ce qu'on a bien fait. Voilà, bon, ça s'est bien passé, mais sur le moment, on pense pas à tout ça. On pense on pense à l'exécution du service. On essaye aussi de sauvegarder la scène de crime pour les enquêteurs qui vont venir après. Et puis surtout, on avait eu un premier kamikaze, un deuxième. On se demandait s'il n'y en avait pas un troisième, un quatrième, voilà. Donc et puis ensuite il fallait assurer la sortie du stade, qui était pour nous. Et éviter la panique. Voilà. Clairement. Et il y a eu quand même des scènes un peu confuses, parce qu'il y a des gens qui se sont amusés sur place à faire péter des pétards au moment de la sortie du public. Donc on a eu un flux qui sortait, puis un contre-flux dans l'autre sens. Donc on a réussi à endiguer, mais bon c'est toujours un petit peu tendu, puisque on avait peur qu'il y ait encore d'autres terroristes qu'on ne savait absolument pas. Ça fait partie de votre carrière, de votre vie. Et puis quand on tape votre nom sur un moteur de recherche comme Google, votre nom est directement et systématiquement associé à l'affaire Benalla. Alors pour ceux qui nous regardent, on ne va pas refaire le procès aujourd'hui puisque tout est terminé, mais on va juste en 2 mots vous expliquer de quoi il s'agit. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, nous sommes le 1er mai 2018, c'est la fête du travail, il y a une manifestation, des affrontements éclatent entre des policiers et des manifestants. Parmi les policiers, il y a un observateur qui s'appelle Alexandre Benalla et il utilise la force à un moment donné pour interpeller une personne. Ça, ce sont les faits, c'est du factuel. Là où ça se complique un petit peu dans l'affaire Benalla, c'est qu'à un moment donné, vous lui remettez un CD avec un film dessus, ou plusieurs images, on va dire, d'une manière générale. Et il se trouve que ça, certains disent que c'était illégal. Vous avez été jugé à plusieurs reprises, à 3 reprises, je crois. Aujourd'hui, vous êtes totalement blanchi, mais vous en avez subi de sacrées conséquences. Vous avez été dégradé, démis de vos fonctions, puis réintégré, puis regradé. Ça laisse des traces, cette histoire? Oui, forcément, ça laisse des traces. Ouais. Oui. Vous n'avez pas en parlé beaucoup de ça? Non, je n'ai jamais parlé devant la presse et je n'en parlerai pas. Il n'y a pas quelque chose que vous regrettez aujourd'hui? Ce fameux CD, parce que dans les différentes déclarations que vous avez pu faire ou qu'on a pu lire, vous ne saviez pas que c'était interdit? Je ne ferai pas de commentaire. Aucun commentaire là-dessus. En tout cas, ce qu'on peut dire pour cette histoire-là, parce que pour ceux qui nous regardent, et c'est important, notre DTPN est totalement blanchi dans cette histoire. Ça, vous pouvez le confirmer. Oui, je peux confirmer. On va passer à autre chose. Certains disent que si effectivement vous êtes venu à Mayotte, c'est pour vous mettre au vert de cette affaire. Or, on a gratté un petit peu et on s'est rendu compte que ce n'était pas tout à fait juste, puisque c'est un choix, Mayotte. Vous n'avez pas été muté comme ça par hasard ou pour vous mettre au vert. Vous avez fait cette demande à 3 reprises, selon nos informations. La 3e était la bonne. Pourquoi vouloir absolument venir à Mayotte? C'était pour moi un des départements les plus difficiles en termes de délinquance. Donc en fait, j'avais choisi 3 fois de venir ici pour voir un petit peu une situation un petit peu différente, puisque j'avais toujours travaillé en métropole et surtout en région parisienne. Ouais. Et qu'est-ce que vous aviez, avant d'arriver ici, comme image de Mayotte en termes de délinquance?
Je ne connaissais pas du tout la délinquance telle qu'elle est ici, et c'est vrai qu'elle est particulière. On ne retrouve absolument pas ça dans les banlieues parisiennes, même à Dreux où je suis passé avant, où on a une délinquance qui est plutôt structurée par le trafic de stupéfiants. Ici, c'est pas le cas ici, il y en a pas. Non, il y en a très peu. Non, il y en a très peu. Ouais. Ici c'est complètement différent. Tout tourne autour de la violence. C'est assez incroyable de voir les gens qui se blessent, qui se tuent, avec finalement des armes souvent assez rudimentaires. Je crois que c'était en mars 2021, vous êtes arrivé sur Mayotte, si je ne dis pas de bêtises. Oui, je suis arrivé le 22 mars. Donc en mars, là ça fait plus de 6 mois maintenant, aujourd'hui. Quel regard vous portez sur notre délinquance, celle de Mayotte? Est-ce que c'est quelque chose qui est gérable? Est-ce qu'on peut arriver à trouver des solutions? Alors, je ne traite déjà que la délinquance que je connais. Ouais. On s'aperçoit que beaucoup de gens ne viennent pas déposer plainte au commissariat, soit par choix, soit parce que ce sont des victimes qui n'ont pas de papier, qui sont en règle, soit parce qu'il y a des modes de règlement des conflits un petit peu différents qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc je ne vous par crainte tout simplement hein, de représailles aussi. Hein. Tout à fait. Ouais. Donc je pense qu'il y a vraiment une grosse partie de la délinquance que je ne connais pas, donc je ne peux vous parler que ce qui est dans nos chiffres actuels. Si on se réfère aux chiffres, les chiffres ne sont pas forcément très importants en volume. En termes de faits. Exactement. Ouais. C'est assez bas, mais ce qui est surprenant, c'est le nombre d'affaires criminelles qu'on peut avoir par rapport à la totalité des faits. On a énormément d'affaires criminelles. Alors j'entends par affaires criminelles pas forcément des crimes de sang, mais ce que nous, policiers, ou ce que les magistrats considèrent comme étant des affaires criminelles, c'est-à-dire en se référant au code pénal, c'est à la fois des atteintes contre les biens, ça peut être des vols à main armée, quand on dit vol à main armée, c'est bien sûr pas des vols sous la menace d'une arme à feu, mais ici c'est plutôt une arme blanche. Ce qui reste une arme. Voilà. Mais c'est aussi toutes les affaires de tentatives d'homicide, et puis les agressions, plutôt les atteintes sexuelles au sens large. On aura l'occasion d'y revenir dans la deuxième partie de cette émission. On rentrera un petit peu dans le détail des chiffres qui sont à notre disposition, mais vous l'avez survolé, mais j'aimerais qu'on y revienne un tout petit peu avant de clore cette première partie. Le nombre de faits ou les faits sur lesquels l'administration travaille ne représentent pas la réalité. Et on le sait tous, il y a tellement de gens qui subissent un fait, qui ne vont pas porter plainte, mais ça c'est impossible à le quantifier. Comment arriver à tenir compte de ça? En termes d'effectifs, tout ça, c'est en lien avec les faits déclarés. Or, la réalité, elle est différente. Il y a beaucoup plus de faits que ce qu'il y a dans les chiffres qu'on nous donne. Je suis incapable de vous quantifier des faits qu'on ne connaît pas, hein, manifestement. Donc, je ne sais pas si c'est 30, 50%. Il n'y a pas des ratios qui existent? Non, il n'y a pas de ratio. Ouais. Il n'y a pas de ratio. On ne le connaît pas. Donc, on essaye de... C'est aussi un de mes travaux ici, c'est d'arriver à encourager les gens à venir. On a maintenant plus de gens qui reçoivent plus de fonctionnaires qui reçoivent les plaintes ici. On essaye de diminuer les temps d'attente, mais je ne vous cache pas que souvent on a plus de difficultés à trouver des victimes que de trouver des mises en cause. Puisque par exemple on intervient souvent sur une scène de bagarre où il y a eu des violences. Il y a une des victimes par exemple qui va à l'hôpital, donc on fait les premières constatations sur place et ensuite après avoir été soignée, elle ne revient jamais nous voir. Oui, c'est clair. Bon, il y a eu, je ne sais pas si vous pouvez en parler ou pas, mais il y a eu des exemples comme ça, notamment dans l'affaire du lycée Bamana, il y a peu de temps, quand la victime sort de l'hôpital, elle n'a pas voulu porter plainte et il n'y a pas de plainte. Donc, est-ce qu'il existe véritablement un fait quand on a un auteur mis en cause et qu'on n'a pas de victime? Est-ce qu'il y a fait quand même?
Oui, le fait est constitué, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir faire condamner le mis en cause. Et sans victime. J'ai absolument besoin, souvent quand la victime est seule, du témoignage du mis en cause, de la victime, pardon, pour qu'elle désigne le mis en cause. Puisque sinon, il y a une part de doute, et le doute profitera au mis en cause. Mais souvent, et on l'a entendu, nous, en termes de témoignages, les gens disent oh, il y en a tellement des vols, je me suis fait cambrioler, ou une tentative de cambriolage, il y en a tellement, c'est le sport national à Mayotte, ça sert à rien que j'aille porter plainte de toute manière, et puis ça fait 14 fois que j'y vais, et il ne se passera rien de toute manière. Vous comprenez, ces gens qui ont non plus la peur de porter plainte, ou la crainte, c'est juste dire ça sert à rien, quoi. Je ne pense pas que ça sert à rien. C'est ce qu'ils pensent. Oui, en fait, on s'aperçoit que les équipes ne sont pas forcément si nombreuses que ça. Ouais. Et par exemple, on avait pas mal d'incidents dans certains quartiers de Mamoudzou, et on s'aperçoit que quand on met 7 personnes en prison pour une affaire d'homicide, mais après ça bouge moins dans le quartier. Donc ça veut dire que quand on arrive à mettre hors d'état de nuire une bande, ça va mieux. Alors, il y en a d'autres qui prendront leur place, hein, mais ça va mieux. Ouais. Vous restez avec nous si vous êtes d'accord. Laurent Simonin, on va tourner une page de pub. Juste après, on reviendra sur les chiffres et on reviendra en détail sur la délinquance que l'on peut trouver à Mayotte. Et vous nous donnerez évidemment votre avis sur les stratégies à mettre en place pour tenter d'éradiquer, je ne sais pas si on peut éradiquer une délinquance sur un territoire comme Mayotte. Allez, retour sur le plateau de CQFD avec le commissaire général Laurent Simonin qui est avec nous. Pour cette deuxième partie, si vous êtes d'accord, monsieur Simonin, on va revenir sur cette délinquance que l'on connaît à Mayotte. Alors évidemment, on va parler de la partie police, puisque c'est votre fonction, même si vous avez une compétence départementale, forcément. Mais on se rend compte quand même que quand on voit les chiffres qu'on nous donne, il y a une augmentation globale des faits de 22,51%. Ça, ce sont les chiffres de septembre, si je ne dis pas de bêtises. 22% dans d'autres départements. Tous les voyants s'allumeraient au rouge. Alors, 22%, ce ne sont pas tous les items. En fait, quand on regarde à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire on est le 10 novembre, on a une hausse de la délinquance globale d'à peu près 6% en zone police. Depuis le début de... Ce n'est pas les chiffres que l'on a, hein. Je peux vous les montrer. Mais là, vous avez les chiffres du mois de septembre. La dernière communication de la préfecture. Oui, donc une augmentation globale de 24,39%. Oui, mais vous n'avez pas tous les items dessus. Ah, c'est possible. Voilà. Possible que... vous avez les cambriolages, vous avez un certain nombre de faits qui marquent, je dirais, particulièrement les victimes, mais vous n'avez pas toutes les affaires. Enfin, peu importe. On a sur certains items des hausses très importantes, notamment concernant toutes les affaires de violence aux personnes, où on est aux environs de 20% de hausse. Et là, ce qui est contrebalancé en fait par une baisse des atteintes aux biens, et les atteintes aux biens étant plus nombreuses que les violences aux personnes, en fait ça s'équilibre sur un peu plus de 6% à l'heure où je vous parle. Là, quand on lit les documents, dans le cadre des atteintes aux biens, en comparaison entre 2020 et 2021, il y a tout de même, notamment pour les vols liés aux automobiles et aux deux roues, une augmentation de 147%. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Qu'est-ce qui s'est passé ce mois-là ? Alors ce mois-là et d'autres, hein, les vols liés à l'automobile sont en très forte augmentation. C'est-à-dire qu'on vole des voitures sur une île ? Non, les vols liés à l'automobile, ce n'est pas forcément que les vols de voitures, ce sont aussi les vols d'accessoires que vous pouvez trouver sur une voiture. Ça peut être une roue, ça peut être un phare, ça peut être en fait tout. Mais on a aussi beaucoup de vols de deux roues qui sont encore beaucoup plus fréquents, puisque avec la circulation ici, les gens utilisent beaucoup des deux roues, comme vous, pour venir ici. Oui, exactement. Coups et blessures volontaires, vous en parliez un instant. Là, on est sur des faits, c'est-à-dire où il y a une plainte. Et on est sur 68 faits, soit une augmentation de 88%, quasiment 89%. Là aussi, on n'est pas sur des augmentations de 5-6%. C'est grave.
Ah oui, c'est très très grave. Enfin, je veux dire, on a des augmentations à 2 chiffres avec 20, 30, 50% d'augmentation sur certains items. Alors peut-être ce qui se passe, hein, c'est assez difficile pour nous à connaître toutes les sources de ces augmentations, et c'est ce qui nous pose problème. On regarde la délinquance par quartier, par exemple, comme on le fait en métropole, et en fait on a quelque chose de complètement épars. On n'a pas forcément des quartiers où on a plus de victimes que d'autres. On a une vidéosurveillance ici qui se développe, hein, de plus en plus. qui se développe. Donc il y a 66 caméras ici. Donc j'ai vu qu'il y avait une subvention du front en fait, ministériel, pour faire simple, qui aide les collectivités locales, qui va encore permettre d'augmenter la part de cette vidéosurveillance. Le souci qu'on a, c'est qu'il y a un certain nombre de caméras qui sont dégradées par les gens. Volontairement ? Oui, oui. Par les gens qui commettent soit des agressions, soit des vols. Donc ça, c'est une chose qui est assez préoccupante. On voit des caméras qui sont sciées, par exemple, avec des disqueuses en bas. On voit des mini-incendies qui servent donc à détruire les sources d'alimentation électrique. Donc pour nous, en termes d'élucidation, c'est vrai que c'est problématique. Donc vous êtes d'accord avec le constat général, celui de la presse et celui de la population. La situation, elle est grave à Mayotte en termes de délinquance. Le sentiment d'insécurité n'est pas juste un sentiment, c'est une réalité. C'est ce que j'ai dit au Sénat. Mayotte, pour moi, est l'endroit où les gens ne peuvent pas vivre normalement, puisqu'on a une délinquance qui est très importante. Les gens hésitent à sortir la nuit. On voit, en se baladant partout, on voit des barreaux aux fenêtres, aux fenêtres des maisons. Donc on n'est pas sur un sentiment, on est sur une chose réelle. Alors maintenant, parlons des solutions, parce qu'il va falloir en trouver une de toute manière, ou alors tout le monde va quitter cette île à terme. Déjà, est-ce que vous faites le lien, vous, en tant que DTPN, entre immigration et délinquance? Compliquée cette question, je sais. La question est compliquée, puisque vous avez des délinquants qui sont étrangers, ça il n'y a pas de souci, mais vous avez aussi des délinquants qui sont nés à Mayotte de parents étrangers. Et cette personne-là n'est pas considérée comme étrangère. Voilà. Elle est, en plus, si vous voulez, les statistiques… Mais pour la population, elle est considérée comme une voilà, les statistiques, en fait, telles qu'elles sont réalisées ici ne tiennent pas compte de toutes ces subtilités. Donc il est extrêmement difficile. Mais vous, votre sentiment, le terrain, vous le connaissez, vous y êtes allé sur le terrain. Vous savez que ces gamins qui sont français, parce qu'ils sont nés à Mayotte, mais de parents étrangers, est-ce que oui ou non, la délinquance a un lien avec l'immigration, globalement? Même si ce gamin est français, il y a eu immigration. De toute façon, on s'aperçoit, d'ailleurs c'est comme ça qu'on lutte contre une partie de la délinquance, qu'il y a une grosse partie qui est liée à des personnes qui sont d'origine étrangère ici. C'est pour ça qu'on a deux façons en fait de travailler quand il se passe quelque chose. Non seulement on recherche les auteurs des infractions, mais on fait également souvent des passages pendant plusieurs jours avec les fonctionnaires de la PAF, du GAO, qui est un acronyme que tout le monde connaît bien ici, justement pour interpeller un certain nombre de gens qui vont faire un petit peu diminuer les bandes qu'on peut retrouver dans certains quartiers. Alors, certains nous ont expliqué, un certain nombre de vos prédécesseurs, que en fait, c'était le problème de Mayotte et de la police à Mayotte, c'était pas un problème de moyens, c'était un problème d'organisation. Qu'il fallait se réorganiser, travailler différemment. Or, on a le sentiment, nous, population, que s'il y avait plus, pardon pour l'expression, mais s'il y avait plus de flics dans la rue, plus de policiers dans les quartiers, on aurait le sentiment qu'on pourrait diminuer la délinquance. On se trompe ?
C'est une réalité. Je veux dire, à partir du moment où vous mettez plus de policiers, normalement, vous avez plus de résultats. Donc la solution, elle est là? Elle peut être là, mais il y a déjà beaucoup de policiers à Mayotte. Enfin, Suffisamment? En tant que directeur départemental, plus on m'en donne, plus je suis content. Hein. Mais bon, il y a déjà des moyens qui sont assez considérables, tant en nombre d'hommes que pour les différents moyens qui sont à notre disposition. Vous parliez tout à l'heure des taux d'augmentation de la délinquance. Oui. Moi, où je suis quand même relativement satisfait, c'est dans l'augmentation de l'activité des fonctionnaires. À l'heure où je vous parle, on a aussi des augmentations à 2 chiffres du nombre de mises en cause, des augmentations à 2 chiffres du nombre d'affaires élucidées. Et ça, c'est ce qui montre, je dirais, la bonne santé d'un service quand on sort 20% d'affaires élucidées en plus. Mais une affaire élucidée reste une affaire. C'est une affaire élucidée part d'un fait. C'est-à-dire part de quelqu'un qui a quand même été ou cambriolé, ou violenté, ou violé dans certains cas, on aura l'occasion d'y revenir. Ça ne règle pas le problème. On élucide l'affaire, ok, on a trouvé le mis en cause, mais est-ce qu'on arrive à faire en sorte qu'il n'y ait plus de délinquance? C'est plus compliqué. C'est au niveau Parce que l'enjeu est là. Oui, au niveau de violence qu'on a ici, à mon avis, il faut déjà commencer par arrêter ceux qui ont commis. Alors on les a souvent sur un fait, mais il y a des chiffres un peu noirs qui disent qu'ils en ont peut-être commis deux ou trois autres avant. Mais en tout cas, on arrive à les accrocher sur un fait, et c'est quand même je pense une bonne chose, et pour la victime, puisqu'il faut encourager les personnes à venir déposer plainte ici. Elles seront d'autant plus encouragées que les affaires vont au bout. Et ces mises en cause, quand ils sont jugés, ils vont en prison? Ou on a le même problème qu'en métropole? Non, franchement, ça dépend bien sûr, vous le savez, hein, de la majorité ou de la minorité, puisque pour qu'un mineur aille en prison, il faut qu'il ait commis des faits plus graves qu'un majeur. Mais moi, je suis agréablement surpris ici par le taux de personnes qui sont incarcérées sur des faits graves. Vous dites que c'est jouable de ramener l'insécurité à Mayotte à un niveau acceptable par la population? Alors, je pense que le phénomène dure quand même depuis un certain nombre d'années, de façon, je dirais, assez croissante. Mais on n'a jamais eu un grand DTPM. Bah, écoutez, on verra quand… C'est pour ça que je vous pose la question. Oui, on verra quand je pars d'ici, quel sera mon bilan. Hein. Je ne peux pas l'augurer. Enfin, ce que j'essaye, je vous dis, ce que j'essaye de développer, c'est une certaine peut-être culture du résultat dans les services, notamment avec les 2 indicateurs simples dont je vous ai parlé, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont interpellées, puis ensuite placées en garde à vue ou en retenue, et puis également le nombre d'affaires élucidées. Mais après, il y a de toute façon tout un aspect également de prévention de la délinquance, notamment envers les plus jeunes. Alors il y a un certain nombre de mesures qui sont prises, comme des centres de loisirs jeunes, pour essayer d'occuper un petit peu ces centaines de jeunes. En tout cas, ça a le mérite d'exister. Et puis il y a plusieurs milliers de jeunes ici qui, notamment pendant les vacances scolaires, ont une occupation, et on sait que l'oisiveté est un petit peu la mère de tous les vices. En tout cas, ils ne viennent pas grossir, par exemple, des bandes qui pourraient se constituer de façon informelle, puisqu'on voit aussi que la délinquance ici est beaucoup l'affaire de bandes. Vous avez peu finalement d'affaires où les mises en cause agissent seules. On le voit par exemple à proximité des établissements scolaires, et ils revendiquent l'appartenance à une bande. Vous pouvez avoir 3, 5, 10, mais jusqu'à 20 ou 30 personnes qui vont commettre un acte violent, pas forcément tous en participant, mais leur seule présence fait que la victime peut être intimidée et ne réagit pas forcément. On a vu les affaires d'homicide par exemple de cette année. Eh bien, vous n'avez pas 1 ou 2 auteurs, hein, vous avez plus d'une dizaine d'auteurs qui étaient proches de la victime au moment des faits. Mais quand vous dites une bande, quand on
on cherche la signification d'une bande, c'est quelque chose qui est organisé. Il y a un chef dans une bande, il y a des sous-chefs. Je ne suis pas sûr que ça soit structuré comme oui. ça. Avec donc c'est pas forcément des bandes. Avec une bande, c'est pas forcément quelque chose avec une organisation pyramidale extrêmement structurée. Contrairement à un gang. Exactement. Donc on n'est pas sur les gangs US ou latino-américains. On peut être sur des personnes qui s'assemblent pour l'occasion, de façon très ponctuelle pour l'occasion. Le ciment de la bande, ça peut être l'appartenance à un quartier, ça peut être également à une classe. Voilà, il y a un certain nombre de faits structurants comme ça. J'aimerais qu'on aborde également l'immigration, parce que l'immigration est sous la houlette du DDPN. Le préfet nous disait qu'on va arriver à la fin de l'année, grosso modo, à 25 000 reconduites, à quelque chose près. Oui, c'est à peu près ça, oui. C'est à peu près ça. Pareil, toujours pareil. Ok, on reconduit des personnes, on vide l'évier, mais on laisse le robinet ouvert. C'est le sentiment qu'on a. Ramener des gens, mais s'ils reviennent 2 semaines après en bateau, à quoi ça sert? Oui, enfin ça c'est un vaste débat. Oui, c'est le débat. Oui, c'est le débat, il n'y a que celui-là en fait. Mais on peut pas empêcher. Enfin, c'est compliqué d'empêcher des gens de revenir avec une petite barque des Comores ici. C'est vrai qu'on intercepte de plus en plus de bateaux, puisque là on a. Et pas que des Comores, il y en a qui viennent de Madagascar également. On a pu voir ça dans l'actualité, mais globalement c'est les Comores. Oui. Voilà, globalement c'est quand même les Comores, avec un petit peu Madagascar et puis un petit peu aussi de la région des Grands Lacs. Ce qui nous embête un petit peu en ce moment, c'est qu'on reconduit toujours des Comoriens, mais avec la période Covid, eh bien, on a des difficultés à faire des avions pour Madagascar et puis pour tous les gens qui viennent. Donc on se retrouve avec un CRA saturé, obligé de monter des LRA souvent. Exactement. On a eu des journées dernièrement là avec 250 personnes à l'intérieur du centre de rétention et pourtant, comme vous le dites, on a fait malgré les tests PCR, qui est une opération qui nous ralentit un petit peu dans cette phase de reconduite frontière, puisqu'il faut attendre le résultat des tests. Ça prend 24 heures. Donc c'est vrai qu'en début d'année, on était parti pour reconduire plus de 25 000 personnes, mais les lenteurs qui se sont créées justement avec ces tests ne nous ont pas permis. Ça veut dire quoi, monsieur le directeur? Qu'on est condamné à se contenter de renvoyer les gens chez eux? La 5e puissance mondiale n'est pas capable de protéger 374 km² ou protéger ses frontières de 374 km²? Je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Hein. On voit d'ailleurs toutes les barques en fait qui arrivent d'Anjouan avec certains points de regroupement en dehors des eaux territoriales. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons demandé, nous en tant que praticiens, la possibilité dans le cadre du prochain projet de loi Le Cornu, d'aller au-delà et de pouvoir travailler au-delà des eaux territoriales, justement là où on a les barques qui se regroupent, justement pour obliger tous les Kwassa qui viennent à attendre un peu plus loin de la côte mahoraise, où ils seront en haute mer et surtout où ils ne pourront pas bénéficier des mêmes services des guetteurs qui sont sur place, puisqu'il y aura une difficulté à communiquer avec les téléphones portables. Et ils ne seront pas en France. Son plan en France. Exactement, donc ça facilite sur la procédure. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Simonin, d'avoir répondu à notre question. J'en avais encore plein, mais on aura l'occasion de se revoir sur les antennes de Kwezi, c'est certain. Et puis on aura l'occasion de recommander de nouveaux chiffres d'ici certainement le début d'année prochaine. Merci mille fois. Nous, on se retrouve évidemment très vite sur les antennes de Kwezi pour un nouveau numéro de CQFD, mais ce sera certainement avec un autre invité. Salut.